Oui. Merci beaucoup. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci pour cette opportunité de venir vous présenter des aspects forestiers. Alors, on est deux forestiers, on est très contents avec Hervé cet après-midi de venir vous parler forêt. Moi, je vais vous parler plutôt d'une échelle un peu plus grande, qui est l'échelle de la forêt publique. Je suis à l'Office national des forêts. Et je vais vous parler finalement pas forcément d'une solution autour d'un projet, solution fondée sur la nature, c'est un peu contraposé. C'est plutôt finalement prendre la question de l'atténuation. On a beaucoup parlé d'atténuation et forêt. Et je voulais vous montrer au contraire que pour le coup, la forêt, c'est pas magique sur la question de l'atténuation et qu'il faut vraiment la raisonner un petit peu plus loin que les premières approches qu'on a eues dans les journaux ces dernières années, d'effondrement du puits forestier, de catastrophes, etc. Il faut comprendre un peu plus de recul et vous présenter comment on y réfléchit au niveau de la forêt publique. Alors, par rapport à ce sujet, je voulais juste vous présenter quelques chiffres sur la forêt publique. Donc, on s'occupe des forêts d'abord propriété privée de l'État. Ce sont les forêts domaniales pour un tiers. Et puis, on a 2 tiers, ce sont les forêts des collectivités pour lesquelles on est gestionnaire. Et en fait, ça fait à peu près 25% de la surface des forêts en métropole. Mais il faut rajouter plus de 6 millions d'hectares de forêts qu'on gère dans les territoires ultramarins. Et je pense que tout le monde a entendu parler de la forêt naturelle en Guyane en particulier. Alors, je ne vais pas en parler beaucoup aujourd'hui, mais je vais plutôt m'intéresser à la forêt de métropole. Et en fait, ce qui est important à retenir, c'est qu'avec 25% de la surface, on assure à peu près 40% de production du bois matériau de qualité, en fait, du bois d'œuvre. Ce qu'on appelle bois d'œuvre, c'est la construction, tout ce qui est menuiserie, enfin tout ce qui est valeur ajoutée sur le bois. Et en même temps, on assure l'accueil de 55% même des aires de forte protection pour la biodiversité. Puisqu'en fait, quand l'État choisit d'imposer, en particulier venant de l'Europe, des obligations d'augmentation de surface protégée, souvent il se tourne vers la forêt domaniale parce que c'est plus facile, en fait, c'est son domaine privé. Et puis, donc, on a cette gestion multifonctionnelle qui est dans notre ADN depuis des dizaines d'années. Et donc, on a cette approche multifonctionnelle aussi dans la partie biodiversité, puis de carbone, et puis aussi sur la partie sol et ressources eau. Alors, par rapport à la question du carbone, si on revient à nos moutons, juste une petite mise en contexte plus politique sur la question d'atténuation. La question d'atténuation, on y réfléchit depuis les années 90, l'accord de Kyoto. Et en fait, il y a eu des engagements au fur et à mesure de baisse de notre empreinte, de baisse des gaz à effet de serre. Et on a pris des engagements au fur et à mesure des instances. Et en particulier, à un moment, on a dit qu'il faut vraiment baisser beaucoup plus drastiquement nos émissions. Donc les pays développés ont choisi de s'engager à 2050 vers ce qu'on appelait le facteur 4, c'est-à-dire une division par 4 de nos émissions de gaz à effet de serre. C'était quand même assez volontaire. Et puis, la COP, on en a beaucoup parlé déjà tout à l'heure, la COP 21 en 2015 a encore un peu infléchi l'ambition. Et à partir de ce moment-là, en 2017, en France et puis en 2019 au niveau de l'Europe, il y a un engagement d'aller encore un peu plus loin et de se dire, à 2050, on va réduire, mais on va aller à ce qu'on pourra compenser. C'est-à-dire, on va être un peu plus ambitieux encore dans la réduction. Et on est passé d'un facteur 4 à un facteur 6. Donc on voit ici, là c'est la stratégie nationale bas carbone 2 qui a été publiée en 2020 et qui donne ce chemin à 2050 et qui donne à droite le bilan à 2050 qu'on envisage, publié en 2020, c'est de dire on aura des émissions résiduelles et il faut qu'elles soient en regard du même niveau que ce qu'on sera en capacité de compenser, d'absorber. Et les puits qu'on a à disposition, on a des puits technologiques, donc il y a des petites avancées sur l'absorption et le stockage de CO2. C'est quand même encore assez fragile. Et le gros de cette stratégie d'absorption, c'était en 2020 autour de la forêt et du bois, puisque ça portait à 65% sur ce secteur. Donc c'était assez colossal. Et puis, ce qui est important à voir aussi dans le paysage, c'est qu'à un moment, avant 2017, on voyait que des graphes avec tout ce qui est positif, les émissions, mais on ne voyait pas ce qu'il y avait en négatif, c'est-à-dire les absorptions. Donc là, on voit
qu'on a cette dualité et qu'on doit aller à la compensation à 2050. On voit qu'on a des points de passage dans les dernières années publiés par le CITPA où on est plutôt en deçà des émissions qu'on s'était données comme objectif. En revanche, la forêt n'a pas été au rendez-vous et n'a pas été ce qu'on a pensé être le puits assez majeur des gaz à effet de serre. Alors, pour mieux rentrer dans ce sujet, je pense que c'est un sujet qu'on a l'impression de bien capter tout de suite, puis en fait on s'aperçoit que c'est un peu compliqué. C'est compliqué parce qu'en fait c'est des histoires de stock et de flux. Et en fait pour vous représenter cette relation stock et flux, pour expliquer l'atténuation et comment on peut agir sur l'atténuation, et bien finalement on représente les stocks et les flux le long du système des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. C'est notre cible. Ce que nous dit le GIEC, c'est que tous les ans, on a encore, enfin voilà, chaque année c'est publié, chaque année ça progresse, environ 40 gigatonnes de CO2 équivalent CO2 qui sont émis à 90%, ce sont nos usages de fossiles qui vont remplir la grande baignoire de l'atmosphère. Et cette grande baignoire, elle n'est revidée derrière que pour 50% par le système Terre, moitié par les océans, moitié par les forêts. Donc les forêts, finalement, vont permettre de réabsorber 25% des émissions. Et ça se fait par le processus de photosynthèse, c'est-à-dire un processus naturel qui utilise l'énergie du soleil, qui va aller chercher des molécules de CO2 dans l'atmosphère, qui va les transformer en chaînes carbonées longues et les utiliser pour une partie pour son métabolisme et en fixer une autre partie dans le bois. Et donc, finalement, dans la baignoire forêt, ce qu'on va appeler finalement puits forestier, ça va être l'augmentation du stock de carbone dans le bois de la forêt. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a un apport de carbone par la photosynthèse, mais on a aussi des sorties. Et on en a deux. On en a une première qui est assez naturelle. Alors, la respiration, je ne vais pas en parler, mais on en a une qui est la mortalité des arbres. Chaque fois qu'il y a des arbres qui meurent, il va y avoir une décomposition plus ou moins lente, mais en tout cas un retour à un moment vers l'atmosphère. Et puis, on a une exploitation forestière qui va récolter des arbres. Et ces arbres, en fait, évidemment, ils vont arriver ils vont baisser le réservoir carbone de la forêt, mais ils vont en même temps alimenter un deuxième réservoir qu'on appelle le puits produit bois. Et quand on réfléchit à l'atténuation, on est obligé de réfléchir à l'ensemble de ce système. Alors les forestiers, en général, ils parlent des 3 S. Le S de la séquestration en forêt, on augmente le stock en forêt. Le S du stockage dans les produits bois, on augmente le stock dans notre environnement. On met plus de bois dans notre environnement, dans les charpentes, dans les parquets, et on le garde, on le jette pas tout de suite à la déchetterie. Et puis, le troisième S, c'est un S très important, mais qui est plus difficile à évaluer, qui a un effet indirect, qui est le fait que quand on utilise du bois, alors typiquement dans la construction à la place du ciment ou de l'acier, mais aussi quand on utilise du bois à la place d'énergie fossile, on va économiser des fossiles. Et donc, on va avoir l'usage d'un matériau renouvelable qui va permettre de baisser nos émissions par ailleurs. Donc ça, c'est l'ensemble du système. Alors, quand on regarde au niveau de notre gestion forestière, alors on n'est pas tout à fait en forêt publique, on a peu de cas forestiers dans les Landes que nous a présenté Hervé. On est plutôt dans des systèmes, alors avec beaucoup de feuillus, mais aussi un peu de résineux. On est dans des systèmes beaucoup plus longs. Nos cycles forestiers sont entre 70 et 200 ans à peu près dans nos cycles des principales essences qu'on gère en forêt publique. Et on a quand même quelque chose à comprendre, une différence entre le cycle biologique, qui est le cycle très long qu'on voit sur la droite en vert, où on a une croissance, une maturité, un vieillissement et un effondrement. Et en fait, ce que fait le forestier dans ce système-là, c'est qu'à un moment, il va casser ce cycle, il va raccourcir ce cycle en disant qu'il va essayer de limiter au maximum la mortalité et d'orienter finalement le maximum de la croissance vers de la production de bois. Donc, quelque part, en faisant ça, donc la représentation de la réflexion qu'on a pour construire un cycle,
c'est le petit graphe à droite qui vous donne l'évolution en vert du stock sur pied. Donc là, on est sur un seul peuplement, par exemple sur 1 hectare, où on regarde l'évolution du stock sur pied en vert, où on a en fait, dans ce graphe, la compréhension que les arbres ne poussent pas à l'infini en hauteur. Ils sont, à un moment, bloqués en hauteur. Et en fait, à partir du moment où ils ont atteint leur hauteur, ils vont avoir une croissance beaucoup plus saturée. Et en parallèle de ça, en jaune, c'est la dérivée de cette forme-là, qui montre qu'on a un accroissement, une croissance de ces peuplements assez forte, surtout dans le jeune âge. Donc le jeune âge, c'est 30-40 ans pour les résineux et 50-60 pour les feuillus. Et donc, en fait, quand on raisonne sur la question de carbone et d'atténuation, on doit en permanence réfléchir à ce compromis entre je vais vers des cycles longs, et je garde un stock important en forêt, en moyenne, parce que ce qu'on fait toujours, c'est qu'on essaye d'équilibrer les différentes classes d'âge dans notre forêt, ou je vais plutôt raccourcir et je vais essayer d'augmenter ma croissance, ma pompe à carbone. Voilà, on est un peu dans ce système-là. Donc en forêt, on va dire plus productive, en général, on essaye de se rapprocher du maximum de production, qui va faire le maximum de production de bois derrière. On est en forêt publique souvent dans des cycles plus longs. On n'est pas dans le cycle maximal du cycle biologique. Et on essaye aujourd'hui de diversifier la longueur de nos cycles, c'est-à-dire d'avoir des cycles plus courts en période, en zone de vulnérabilité, des cycles plus longs dans des zones qui sont, on va dire, plus préservées. Alors, si j'en reviens à cette question du puits, évidemment, tous on a entendu parler du puits. Alors, la stratégie nationale bas carbone comptait énormément sur le puits forestier. On avait, au moment les chiffres qui étaient donnés au moment de sa publication, c'était quand même de dire le secteur forêt-bois contribue de l'ordre de 20% à la compensation des gaz à effet de serre de la France. C'est colossal. C'était environ 13% par rapport à la forêt et 7% dans l'utilisation produit bois. Donc c'était conséquent. Et en fait, pourquoi tout d'un coup ça tombe ? Alors en fait, c'est important de comprendre le poids de l'histoire. Hervé en a déjà parlé, dans la forêt on est dans le temps long, et en fait ce graphe à gauche nous est donné par les historiens, un petit recul de 15 000 ans d'histoire forestière, qui vous présente 2 courbes majeures pour comprendre ce qui se passe. Une courbe en gris-noir, c'est l'évolution de la population française au niveau, c'est toujours dans le même cadre que l'Hexagone aujourd'hui. Donc on a une évolution très forte de la population française, pour atteindre plus de 60 millions d'habitants aujourd'hui. Et puis, en parallèle exact, mais en corrélation négative, on a la courbe verte qui montre une baisse du néolithique jusqu'à 1850. Au fur et à mesure qu'on avait plus de population, on avait un besoin de nourrir cette population et on allait chercher sur les terres forestières de nouvelles surfaces pour l'alimentation. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? On arrive à peine 15% du territoire en forêt en 1850. Donc, aujourd'hui, on en a double surface. Et qu'est-ce qui se passe en 1850 ? C'est finalement l'arrivée de l'ère industrielle qui apporte surtout une meilleure efficacité de l'agriculture, c'est-à-dire pour une surface équivalente, avec à la fois de la chimie et des fertilisants, mais aussi un pouvoir mécanique avec l'utilisation de fossiles, on va être en capacité d'avoir beaucoup moins de surface agricole pour nourrir une population qui continue à augmenter. Et à partir de ce moment-là, on a une recolonisation de la forêt française sur tout ce qui est friches agricoles, les vignes, etc., les friches industrielles. Et c'est ce phénomène majeur. Alors, ce que je vous ai mis tout en bas, là, c'est le démarrage des arbres qu'on récolte aujourd'hui, en fonction des essences. Bon, quand on prend le chêne, en fait, c'est vraiment le cycle le plus long qu'on ait. En fait, si on prend les chênes qu'on a récoltés pour Notre-Dame, là, on en a parlé il n'y a pas très longtemps avec l'inauguration après la réfection de la charpente, c'est des chênes qui avaient été plantés au minimum forestier, en fait. Faut voir que dans le paysage, c'est quand même assez important. Et ce qui fait qu'on voit ce temps long, ces essences qui ont quand même une révolution très longue, un temps très long de croissance, on voit que finalement, une grande partie qui ont été augmentées en surface, qui se sont installées, continuent à progresser. En fait, on est encore
dans une période d'expansion. Donc on a eu un doublement depuis 1850 de la surface et un triplement du volume. Et ce qui est très intéressant à préciser, c'est que sur les zones qui étaient déjà forestières, c'est même une multiplication par 5 du volume sur pied. En grande partie parce que dans ces zones-là, on est arrivé à faire de la sylviculture d'arbres, de haute futaie, et on a été capable d'avoir des peuplements beaucoup plus hauts que les taillis qu'on pouvait avoir à un moment donné. Donc en bilan, on tombe sur la courbe qui est à droite, qui est une courbe qui nous vient de l'inventaire forestier national, qui nous donne finalement en vert l'évolution du stock, et finalement en rose, c'est le puits de carbone. Et donc le puits de carbone, c'est l'augmentation du stock chaque année. Et quelque part, on a une diminution de ce puits, mais c'est juste finalement qu'on commence à avoir une saturation par rapport à la progression, saturation qui arrive plus vite qu'on aurait pu imaginer à cause du changement climatique. Alors, si on regarde plus en détail l'analyse de la chute qu'on a évoquée dans les journaux en 2023, où on parlait de 50% de chute du puits forestier en 10 ans, ce graphe alors, nous montre le puits forestier en négatif, hein, les puits c'est toujours en négatif. À gauche, on a le puits en 2010 qui est à moins 60 millions de tonnes de CO2 et d'équivalent CO2 par an. Et à droite, le puits 10 ans après qui est plutôt à autour de 30. Et en fait, les deux gros paquets qui expliquent la baisse, c'est d'abord la mortalité. Alors, on a vu les photos. Alors, moi, la mienne, elle est peut-être un peu moins terrible parce qu'on n'est pas en hauteur, mais bon, elle est quand même très angoissante pour un forestier. On a 670 000 hectares sur 5 ans environ de surface forestière avec beaucoup de dépérissement. Alors, pas des forêts complètes mortes, mais beaucoup de dépérissement dedans. Et puis, en 2022, on a eu plus de 70 000 hectares partis en fumée avec les incendies. Et au-delà de ce phénomène très conséquent en termes de taille, ce qui était très inquiétant pour les forestiers, c'est que ça a attaqué des forêts qu'on n'imaginait pas vulnérables si tôt par rapport aux incendies, en particulier en Bretagne et dans les Vosges. On a des forêts entières qui ont été détruites. Donc, quelque part, voilà, la moitié du puits, la chute du puits, c'est ces grosses crises de mortalité. Et puis l'autre moitié, et alors là je tiens à le dire parce que c'est quelque chose qui n'est pas visible, souvent quand on se promène en forêt, on ne voit pas grossir les arbres. Alors nous les forestiers, on voit et on mesure, mais finalement il y a souvent une réaction parce que c'est plusieurs générations pour faire pousser un arbre, donc on n'a pas l'impression que ça bouge beaucoup. Et en fait, le deuxième phénomène de la chute du puits, c'est une baisse de croissance de 4%. Alors sur un phénomène qu'on ne visualise pas, de la croissance des arbres, une baisse de 4%, personne ne la voit. Et pour le coup, nous, forestiers, ce qu'on dit, c'est une tempête silencieuse, parce que ça explique cet écrasement du puits qui va continuer. Hein. Enfin, la croissance, elle continue à baisser. Et donc, c'est une tempête silencieuse dans le paysage. Alors, par rapport à ces constats, pour vous expliquer que finalement, ce n'était pas magique, le puits forestier, on réfléchit, nous, aujourd'hui, en forêt publique, à avoir un peu une stratégie à différents niveaux pour voir comment on peut tirer un peu sur l'ensemble des leviers et permettre, alors je dirais pas maximiser, parce qu'on n'est pas dans une optique d'optimisation, on est plutôt dans une optique de diversification pour rendre les systèmes plus résilients et pouvoir répondre aux différentes trajectoires et l'incertitude qu'on a sur ces trajectoires. Et puis aussi une réflexion de moyen et long terme, c'est-à-dire qu'on essaie de se projeter parce que nos essences forestières nous y obligent au-delà de 2100. Alors pour cela, on travaille depuis plusieurs années, on a travaillé sur l'atténuation bien après travailler sur l'adaptation. L'adaptation, ça fait 15-20 ans qu'on travaille sur le sujet, et pour nous, il est un sujet vraiment majeur, parce que je vous mets les mêmes essences que j'avais dans le schéma des surfaces. Et là, cette fois-ci, je vous le projette sur un graphe du GIEC qui nous montre l'augmentation de température suivant différents scénarios du dernier rapport. Et là, évidemment, on a une énorme incertitude. Hein, on est plutôt entre SSP3 et SSP5. Bon, c'est pas très optimiste. Mais quelque part, en fait, qu'est-ce qu'on fait pour nos chênes ? Quand on plante un chêne aujourd'hui, il va se retrouver plutôt à 2200. Qu'est-ce que sera la température à ce moment-là ? Et donc, on estime aujourd'hui à plus de 30% nos surfaces qui vont être en grand inconfort climatique à 2050 et à 50% à 2100.
Donc ça vous donne l'ampleur des enjeux qu'on a à traiter par rapport à ces questions d'adaptation. Alors, par rapport à ce qu'on apporte après en réflexion sur l'atténuation, on a en fait une stratégie, en tout cas une feuille de route en fait, qui s'organise autour de 5 points. Voilà, c'est les 5 doigts de la main. Et 5 points qui se hiérarchisent tout d'abord autour de la protection des stocks. Donc je vous ai dit, on réfléchit tout le temps à un compromis entre stock et flux. Mais finalement, le premier enjeu pour l'atténuation, c'est d'essayer d'éviter de perdre des stocks. Voilà. Quand on a une tempête comme Klaus nous montrait Hervé, c'est un dégât monstrueux et l'Aquitaine a été pendant 2-3 ans source de carbone à cause de cette tempête. Le fait qu'un puits s'effondre, c'est pas du tout nouveau, hein, on le voyait déjà avant. Mais voilà. Alors aujourd'hui, l'Aquitaine est rajeunie par rapport à cette tempête et au contraire est un des puits les plus forts. Mais voilà, ça relativise cette question. Et donc nous, ce qu'on se dit, il faut qu'on protège nos stocks. Alors il y a deux points majeurs dans la protection de nos stocks. Un premier qui a un rôle essentiel de protection des sols forestiers. Donc les sols forestiers contiennent plus de la moitié du carbone forestier. Donc c'est très important de les protéger. La dynamique des sols est beaucoup plus lente que la dynamique des arbres, mais par contre la quantité est tellement colossale qu'il faut absolument la protéger. Et donc on a mis en place énormément de plans d'action pour essayer de ménager nos sols forestiers, en particulier dans ce contexte de changement climatique. Le deuxième point de protection, c'est contre les risques d'incendie. Donc on a toute une partie de défense des forêts contre les incendies. C'est une mission d'intérêt général qui est confiée à l'ONF, mais aussi qu'on essaye de mettre en place dans notre gestion pour essayer de limiter au maximum la propagation des feux. On ne peut pas limiter leur arrivée, mais il faut qu'on soit très réactif, qu'on limite au maximum la propagation et qu'on réagisse pour tout de suite les arrêter. Le troisième point, c'est celui dont je viens de parler juste avant et qu'on faisait déjà avant, c'est adapter nos forêts. Donc on a des peuplements vulnérables et notre projet, c'est vraiment d'essayer de trouver des solutions et de diversifier ces solutions. C'est-à-dire qu'on a toujours beaucoup bossé sur la régénération naturelle, on a fait très peu de plantations jusque-là, on réinvestit un peu ce secteur de plantation pour diversifier nos solutions d'adaptation. Donc on fait de la régénération naturelle, on fait des plantations d'essences qui viennent plus du sud de la France, voire plus au sud encore que la France, et on introduit aussi des nouvelles essences. On essaye d'avoir une palette très très large de solutions pour finalement se dire que dans l'ensemble et dans la certitude qu'on va vivre, on espère qu'une partie de nos solutions apporteront une meilleure résilience à nos forêts. Le quatrième point, j'en ai très peu parlé dans cet exposé, je l'ai dit en introduction, mais en fait, on ne peut pas réfléchir la forêt toute seule, il faut qu'on réfléchisse forêt et filière bois, c'est-à-dire que si on réfléchit la forêt toute seule, ça va être un peu sclérosé. Il faut qu'on réfléchisse aussi à l'action de la gestion qui va permettre de produire un bois de qualité, qui va permettre d'apporter un matériau renouvelable. Pour une société décarbonée, on va aussi avoir besoin de matériaux renouvelables pour notre vie, pour notre industrie, pour notre construction. Et puis le dernier point, c'est qu'on réfléchit à l'organisation de ce système. Alors ça revient un peu à ce que nous a présenté Hervé. C'est vraiment, on le réfléchit à l'échelle de la forêt. Donc nous, c'est ce qu'on appelle le concept de forêt mosaïque. On avait déjà dans nos forêts des installations de zones de protection. On avait aussi des zones qu'on appelle les îlots de sénescence ou les îlots de vieillissement, qui étaient des zones qui étaient protégées, mises vraiment comme support pour la biodiversité. Ça faisait partie de notre stratégie pour la biodiversité. Et aujourd'hui, on généralise un peu ce concept, à essayer d'avoir un peu une granulométrie. Voilà, on mélange au maximum des essences dans les peuplements, mais aussi dans les parcelles adjacentes, et on essaye d'avoir des choses différentes dans des peuplements adjacents. Alors, au tout début, vous m'aviez demandé de parler de compensation. Je vais quand même en faire une petite diapositive. Et non, Hervé, j'en parle pas beaucoup de la compensation. Parce qu'en fait, juste quand même pour dire, alors, côté de l'Office national des forêts, on est depuis 5 ans à peu près à faire quelques projets de compensation. On a planté 1300 hectares sous la labellisation bas carbone.
avec en fait jusque-là des méthodes qui étaient développées, label bas carbone forestière, plutôt dans la plantation, les boisements et la reconstitution post-crise. Donc nous, on est vraiment positionné sur la reconstitution post-crise. Donc c'est un outil qui nous a permis de financer avec des financements privés des actions qu'on voulait faire par ailleurs de renouvellement et de diversification de nos peuplements. Donc pour nous, c'est un outil levier pour faire déjà des actions d'adaptation. Mais par contre, ce que je pense important à dire ici, c'est que quelque part en France, on a quand même cette chance d'avoir cet outil mis en place par le ministère de la Transition écologique qui a, en 2018, cadré la mise en place de ce label, à la fois pour l'agriculture, la forêt, les haies, l'arbre en ville. Enfin, il y a plein de cas d'application. Et qui, quelque part, moi je trouve, est très important parce qu'il donne une grande visibilité à ce label pour des acteurs privés qui souhaitent investir. Il leur assure, il y a une grande gouvernance scientifique et aussi publique dans la construction des méthodes de ce label bas carbone, qui sont consultées, qui sont consultables au moment de leur création et puis qui sont ensuite instruites par les services de l'État, avec derrière des objectifs qui ne sont pas seulement d'éco-bénéfices, il y a aussi des enjeux d'éligibilité avec une forte intégrité environnementale. Donc ça met un cadrage et une transparence pour les personnes qui souhaitent investir sur de la contribution carbone de manière relativement sereine sur des projets forestiers ou d'autres types de projets. Et dans ce cadre-là, en fait, à l'Office national des forêts, on était un peu, comment dire, frustrés d'avoir que cette méthode de plantation post-crise. Et donc, on travaille avec le CNPF à une méthode qu'on espère déposer à la fin de l'année, qui est une méthode qui nous semble très importante dans le cadre de l'adaptation sur l'enrichissement de régénération naturelle. Typiquement, aujourd'hui, on a des peuplements, soit après crise, soit après récolte, qui sont souvent sur des essences pour lesquelles on sait qu'il va y avoir une très forte vulnérabilité dans 50 ou 100 ans. Et donc, on se dit, c'est pas raisonnable. Par exemple, des peuplements de hêtres, ils régénèrent souvent en pur hêtre. C'est pas raisonnable de partir sur ces peuplements-là. Et donc, notre objectif, c'est de se dire, on va enrichir ces peuplements. Donc, on va garder une très forte diversité génétique issue de la régénération naturelle et on va apporter une diversité supplémentaire en enrichissant avec une essence complémentaire. Donc, c'est ce projet voilà, d'enrichissement qu'on espère pouvoir avoir l'année prochaine. Alors, donc voilà, c'était un des propos peut-être un peu plus macro et pas sur un projet qui aurait illustré un petit peu le rôle de la forêt dans ces solutions fondées sur la nature. Pour nous, en fait, c'est notre cœur de métier, en fait. Donc, c'était un peu difficile d'en prendre un petit bout. En revanche, moi, ce que je voulais vous montrer, c'était la complexité de la réflexion pour le carbone, de solutions autour de la forêt pour l'atténuation, de vous montrer finalement le temps long forestier qui complique énormément la réflexion. Parfois, on a des solutions qui vont être très gagnantes à court terme et qui, par contre, apportent une grande fragilité de solutions dans le moyen ou le long terme. À l'inverse, on a des solutions de long terme qui vont peut-être obliger à avoir à court terme une perte de stock. Donc on est tout le temps en train de faire ce compromis à l'échelle de nos forêts, avec à quelque part finalement au cœur peut-être de la réflexion, avant l'atténuation, la question d'adaptation aux crises et d'adaptation pour le climat futur, et puis à garder aussi derrière l'usage qu'on peut faire de matériaux bois. Donc globalement, j'espère que je vous aurai convaincu que la forêt n'est pas un puits magique et que quelque part, on doit réfléchir dans notre gestion durable aux moyens d'articuler l'ensemble des usages avec une augmentation des usages attendus, en particulier sur la forêt, la biomasse et le bois. Et puis, pour terminer, à quelque part, en tout cas, côté ONF, je vous ai parlé carbone, mais on ne réfléchit pas carbone tout seul, on essaye en permanence de le regarder de manière transversale avec d'autres services qu'on doit rendre à la société. Voilà, merci beaucoup.
Merci beaucoup pour cette présentation. On a plein de questions, du coup. Donc, la première question, donc sur un élément que vous avez apporté au début de cette présentation concernant la baisse de croissance des forêts. Est-ce qu'on a une explication sur cette baisse ? Alors, la baisse de 4%, elle est même plus forte là maintenant. On a deux phénomènes. On a une baisse de croissance à la fois parce que la forêt mature. Donc ça, c'est une baisse qu'on observait déjà parce que la forêt, par exemple, publique, elle est un peu plus mature que les forêts privées. Les forêts privées ont plus progressé en surface. Et donc, typiquement, on avait déjà une différence de croissance moyenne en forêt publique parce qu'on avait une forêt plus mature. Donc, je vous ai montré, en fur et à mesure qu'on a une forêt plus mature, on a une baisse de production. Donc ça, c'est un premier effet, mais qui est beaucoup plus faible normalement et qui a été accéléré parce qu'on a une grande partie de nos forêts qui sont en inconfort climatique, qui vivent des fortes canicules et des sécheresses. Donc parfois, ça conduit à des dépérissements. On en observe beaucoup dans l'Est de la France aujourd'hui. Et il y a d'autres endroits où on voit surtout une baisse de la croissance. Ok, du coup, avez-vous pu observer une différence de capacité de puits carbone entre un hectare de forêt privée et un hectare de forêt publique ? Question piège. Alors, c'est une question qui est difficile, parce que si vous le regardez en absolu, les forêts privées sont quand même globalement plus jeunes. Oui. Donc, on va dire que finalement, effectivement, elles contribuent plus au flux. Par contre, la forêt publique contribue plus au stock, en toutes choses égales par ailleurs, ramené à un hectare. Après, on a aussi des cycles plus longs. Donc, on n'a pas optimisé le flux, ça c'est clair. Je pense que les propriétaires privés, alors en particulier dans le massif des Landes, parce que c'est un peu caricatural, mais il y a vraiment une optimisation beaucoup plus forte du système en termes de production de bois et de revenus économiques, où sans doute, pour le coup, la pompe est plus active, quoi. Mais après, en production de bois. Et par rapport toujours à cette question du puits carbone, si on compare par rapport au sol, dans la forêt, pour un forestier, y a-t-il des populations, y a-t-il une optimisation de population d'arbres à planter pour optimiser le flux carbone, le puits carbone, pardon? Alors, c'est pas une question. Il y a sol et essence, c'est deux questions un peu différentes. Oui, la question c'était pour faire une sorte de parallèle avec le puits carbone du sol. Est-ce que du coup, pour la forêt, y a-t-il une optimisation des plantations d'arbres, d'espèces, du coup? Alors, j'imagine que ça dépend beaucoup de la région. Oui, alors de toute façon, les forestiers, globalement, ils choisissent en général leurs essences en fonction du contexte pédoclimatique. Donc en fait, ça va pas être une réflexion uniquement carbone qui va venir donner le déclic pour choisir telle ou telle essence. C'est plutôt l'adaptation de l'essence à la station. Quelque part, ce qu'on sait quand même, c'est que les résineux ont des cycles plus courts et ils sont plus rapidement productifs. Mais après, globalement, typiquement, le pin maritime va avoir un stock plus faible en moyenne que des feuillus. En revanche, des résineux de structure qui sont plutôt les sapins, l'épicéa, le Douglas, eux vont avoir peut-être un stock plus important parce qu'ils vont monter très haut, très fortement en hauteur. Donc c'est pas une réponse. Il n'y a pas de réponse univoque sur ce sujet-là. Et on est plutôt à adapter. Enfin, la stratégie, c'est d'adapter nos essences au contexte, en fait. Voilà. Et puis après, on essaie de voir l'ensemble des essences et après, dans l'ensemble des essences, de mélanger ces essences pour qu'elles aient des traits fonctionnels un peu contrastés et voilà, qu'on puisse... Et du coup, comment vous arbitrez entre stockage forêt, du bois, du coup, ou bien stockage bois en tant que produit sur une même parcelle ou... Alors, c'est compliqué cet arbitrage parce qu'en fait, aujourd'hui, on global sur l'ensemble de la récolte forestière, il n'y a que 21% de bois récolté qui va partir en usage long. Donc, quelque part, la solution, elle n'est pas que chez les forestiers. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que notre responsabilité, c'est de se dire on ne fait pas de la biomasse, on fait de la croissance. D'abord parce que c'est aussi d'autres fonctions de la forêt que d'avoir des grands arbres. C'est important dans notre fonctionnement, dans nos itinéraires. Mais en fait, on veut faire de la qualité parce que quelque part, les usages matériaux seront forcément plus forts. Et donc, on espère augmenter le pourcentage en faisant comme ça. Mais la solution, elle n'est pas uniquement côté forestier. Et on est obligé de réfléchir sur l'ensemble du système.
Et par contre, il faut améliorer le stockage après le puits des produits bois. Voilà, c'est ça la réponse. On n'arbitre pas, on réfléchit plutôt, nous, dans notre cycle forestier, et on arbitre plutôt en termes de qualité de ce qu'on va produire. Voilà. Et je sais pas, ça répond pas. Y a-t-il des secteurs où ce produit bois a un avenir en particulier, d'après vous, dans l'usage du stock bois, en fait, le bois, du coup, en tant que produit? Y a-t-il un secteur ou une utilisation qui se dégagerait pour l'avenir, qui serait susceptible d'être une piste? Ah oui, alors clairement, il y a 2 pistes majeures, mais c'est plus du tout dans le secteur forestier. La première piste, on a fait une étude avec l'IGN et le FCBA et après avec Carbone 4 qui montre complètement l'effet majeur du recyclage et du réusage, en fait. Déjà, on était tous en capacité, citoyens, de ne pas mettre notre cuisine à la décharge, mais peut-être de la repeindre simplement ou de la rénover. Si on était capable, quand on la met à la déchetterie, de trier et puis que quelque part les copeaux de bois partent en panneaux, on gagne énormément. Enfin, c'est un levier majeur. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que les chercheurs du secteur bois travaillent beaucoup sur les manières d'augmenter le recyclage, le réusage, à la fois dans la conception, par exemple, pour ne pas mettre des cols qui sont difficiles après à réutiliser en recyclage, ou aussi pour permettre plusieurs usages. Le bois, c'est un matériau polyvalent, et on peut envisager de combiner des usages structures, après des usages matériaux, par exemple dans les panneaux, et puis à la fin de vie, des usages énergétiques. Et si on empile 3 usages, on multiplie l'effet d'atténuation, en fait. Donc ça, c'est l'effet majeur. Après, clairement, on fait de la biomasse de toute façon quand on fait de la production de grumes. Donc ça, on ne va pas opposer forcément les usages biomasse et les usages matériaux, mais il faut raisonner les usages biomasse, parce qu'on ne va pas en avoir pour tous les usages possibles. On ne va pas remplacer les usages fossiles uniquement avec du bois énergie, ça c'est une vue de l'esprit. On doit raisonner ces usages, on doit baisser aussi nos émissions, on doit devenir plus sobre, hein, ça fait partie des obligations. Et puis, quelque part, en fait, on a quand même des études qui nous montrent que si on était en capacité de faire plus, alors, par exemple pour la construction, parce que la construction, c'est quand même un stockage long des produits. Hein, on a nos maisons, tous les bâtiments qui sont quand même dans des usages longs. Et bien, typiquement, on a les usages structures, mais qui sont déjà connus depuis longtemps, et les usages panneaux. Et en fait, quand on fait des panneaux, on en a là, par exemple, si on est capable de faire des isolants bois, de cumuler à la fois structure, isolation, etc., et on fait des panneaux, dans nos utilisations constructives, eh bien, on va stocker du carbone tout autour de nous. C'est-à-dire qu'on va à la fois apporter un service, par exemple, pour baisser les dépenses énergétiques dans les bâtiments, et en même temps, on va stocker du carbone. Donc, si on arrive à réfléchir, à combiner des solutions comme ça, on sera gagnant. Et puis, à la fin, les panneaux, on pourra les utiliser en usage énergétique quand ils seront détruits, peut-être dans très longtemps, mais en tout cas, réfléchir à des cycles comme ça, vraiment longs, pour allonger le carbone autour de nous. Une toute dernière question, du coup, au sujet du potentiel recul ou du coup modification de la surface des zones forestières vis-à-vis de la réduction des surfaces d'agriculture intensive pour une agriculture qui demande peut-être plus d'espace, comme l'agroforesterie ou l'agroécologie. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors pour l'instant, la forêt continue à progresser de quelques milliers d'hectares. Donc les statistiques de l'IGN nous disent ça. Quelque part, je pense que ce qui est intéressant, c'était la prospective ADEME 2050 qui envisageait un peu différents scénarios de société et qui, effectivement, sur des solutions plutôt naturelles pour l'agriculture, plutôt biologiques, etc., forcément, on avait besoin de plus de surface et ça limitait à un moment l'extension des forêts. Et plutôt dans des solutions plus techno, la forêt pouvait regagner un peu d'espace. Bon, effectivement, c'est un choix, un arbitrage global. Après, il faut regarder aussi, alors là, c'est pas du tout mon domaine, mais en tout cas, dans les scénarios de l'ADEME, il y avait aussi un arbitrage entre alimentation carnée et moins carnée. Et on gagne aussi beaucoup de surface sur les prairies si on limite l'alimentation carnée aussi. Donc bon, c'est pas une réponse que forêt, quoi. D'accord. Bon, merci beaucoup pour vos réponses et merci pour les questions de la salle. Je crois qu'on a terminé avec cette partie de projet illustratif pour le début d'après-midi.